Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 avril et le titre du jour est l'aversion au risque prédomine. En effet, les indices américains qui montaient en ligne droite depuis plusieurs semaines font une pause et consolident sous résistance. Étant donné que les indices américains faiblissent, eh bien l'Europe et l'Asie ont également chuté. Nous sommes donc de retour sur les plus bas d'hier sur le CAC 40 et on peut constater des faiblesses sur de nombreux indices européens comme l'Eurostoxx ou encore le DAX. Il faut dire que le nombre de bonnes nouvelles est très faible alors que nous avons un nombre de paramètres baissiers que l'on va voir dans quelques instants qui pèsent actuellement sur les indices. Bienvenue à tous pour la matinale, commençons sans plus attendre. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, vous pouvez me poser des questions tout au long de cette présentation en utilisant la fonction de chat qui se trouve en haut de votre écran. Donc, comme tous les matins, nous allons voir les actualités, le calendrier économique, nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et, comme je viens de le dire, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité, comme je vous le disais, nous n'avons pas beaucoup de facteurs de soutien, de facteurs positifs. Alors, voyons tout cela. Premièrement, le WTI. Hier, il a gagné 3% en séance et puis il en a reperdu 4 dans la foulée. Le WTI enregistre une 9e séance consécutive de baisse et reste sous pression. Bonne nouvelle, le chômage de la zone euro, lui, est au plus bas depuis mai 2011 à 10,3%. Autre facteur positif à noter, 10% des valeurs du SP500 sont sur leur plus haut historique. Il est donc légitime, alors que les indices américains sont non loin de leur plus haut et qu'on a un pourcentage de valeurs sur des plus hauts historiques, que des consolidations interviennent. Les revenus de la banque d'investissement aux États-Unis ont chuté de 29% au premier trimestre 2016. Donc ça, on en a parlé à de nombreuses reprises en février et en mars. De nombreuses banques ont communiqué sur le fait que, soit en banque d'investissement, soit en fusion-acquisition, soit en trading, les volumes avaient drastiquement chuté lors de ce premier trimestre. On va voir cela dans les publications de résultats des sociétés bancaires, mais en tous les cas, nombreuses d'entre elles attendent des résultats très faibles pour ce premier trimestre. La Banque du Japon perd la main sur le yen et pourrait de nouveau intervenir. Vous avez sûrement noté que la paire USD-yen est passée sous les 111. Donc on a eu une accélération haussière sur le yen qui monte car sa banque centrale n'arrive plus à le contrôler, le yen qui de toute façon depuis le début de l'année est la monnaie la plus recherchée et donc en plus de cela le yen est une valeur défensive, refuge, donc quand les indices baissent le yen a tendance à être recherché, ça fait beaucoup de paramètres qui font que la Banque du Japon perd la main. Alors attention tout de même, l'USD Yen vient de passer sous les 111. Des officiels de la Banque du Japon ont pris la parole et ont dit qu'ils allaient monitorer, c'est-à-dire qu'ils allaient suivre de près l'évolution des cours. Attention car une intervention de la Banque du Japon sur le yen à tout moment est quelque chose de tout à fait concevable. Au Brésil, Dilma Rousseff a déclaré qu'elle ne quitterait pas le gouvernement. Souvenez-vous, donc, la présidente du Brésil a failli être destituée. Elle a fait revenir Lula au gouvernement. Il y a de nombreux scandales de corruption. Mais pour l'instant, Dilma Rousseff s'accroche. Et puis pour finir, la Grèce est de nouveau sous pression et voit le taux de ses obligations souveraines grimper. Petite faute ici, donc c'est sous pression. Et donc voilà, attention à la Grèce, ça pourrait de nouveau être un sujet épineux, alors que hier, Christine Lagarde, présidente du FMI, disait qu'ils étaient loin d'avoir trouvé un accord. Côté entreprise, pareil, pas de bonne nouvelle en particulier. Hier, c'était tout le secteur
donc des télécoms qui chutaient fortement avec Numéricable, Orange, Bouygues. Certaines valeurs ont perdu jusqu'à 15% en séance. Aujourd'hui, c'est le secteur automobile qui pâtit de baisse. On a Renault qui perd 6% après avoir présenté son plan stratégique à échéance 2021. Donc quand une entreprise présente son plan stratégique à échéance 5 ans et que les marchés vendent la nouvelle, c'est que apparemment, a priori, ils n'ont pas apprécié la teneur de ce plan. On a également Renault qui baisse, on a également Valeo, des équipementiers qui baissent. D'une part parce que Peugeot a déçu, d'autre part parce que ce sont des valeurs qui ont une forte corrélation à l'indice, et donc quand les indices européens baissent, eh bien elles font partie des premières valeurs attaquées. Concernant ArcelorMittal, la société a bouclé son augmentation de capital de 3 milliards de dollars. Et puis, dans le même secteur, des matériaux de base, Eramet a démenti un projet d'augmentation de capital. Et hier, il y avait des news selon lesquelles l'État pourrait prendre une participation, tout comme il l'a fait, tout comme il souhaite le faire avec Vallourec. Donc voilà. Le secteur de l'automobile attaqué, et puis le secteur matériaux de base qui se remodélise. Vous avez toutes les sociétés de ce secteur-là qui ont eu des mauvais résultats, qui font soit des augmentations de capital, soit des plans de remaniement, soit des suppressions d'emplois. Le secteur est en constant changement en ce moment à cause justement des fortes chutes des matières premières ces derniers mois. Jean-Jacques nous dit: les Japonais ne risquent-ils pas de dévaluer le yen? C'est ce que je disais, Jean-Jacques, tout à l'heure. Quand on a un USD yen sous 111 et alors que la Banque du Japon nous dit qu'elle monitore les cours, cela veut dire qu'à tout moment, on peut avoir une intervention de la Banque centrale qui tenterait de faire remonter mécaniquement la paire USD yen. Côté statistique, hier, donc l'indice de confiance des investisseurs Sentix est ressorti inférieur aux attentes à 5,7. Le taux de chômage en zone euro, on l'a vu, était meilleur qu'attendu à 10,3% au plus bas depuis 2011. Les commandes de biens durables aux États-Unis étaient inférieures aux attentes à moins 1,7 alors qu'elles étaient attendues à moins 1,5. Ce jour, jusque 10h ce matin, on a eu la publication des PMI en France, en Allemagne. À 10h pile, on a le PMI des services en zone euro qui est tombé. À 10h30, on aura le PMI des services en Angleterre. À 14h30, la balance commerciale du Canada et des États-Unis. À 15h45, on aura l'indice PMI des services aux USA en mars. Et à 16h, l'ISM non manufacturier aux USA également. Donc, une belle série de statistiques cet après-midi qui viendront engendrer de la volatilité sur les marchés. On verra alors si les indices américains consolident plus fortement, auquel cas les indices européens pourraient encore perdre du terrain. Au contraire, on va le voir dans quelques instants, le CAC est sur ses plus bas d'hier. Si les statistiques sont bonnes et que les indices américains remontaient, eh bien cela pourrait aider le CAC à tenir le fil du rasoir qui se trouve dans la zone des 4250-4260 points. D'ailleurs, à ce sujet, nous allons tout de suite passer sur la plateforme de CMC Markets que voici. Si je devais faire une conclusion par rapport à l'actualité que l'on a ce matin, par rapport à tous les facteurs dont je viens de vous parler, eh bien je dirais que nous avons les ingrédients d'une baisse des cours et d'une consolidation des cours à la baisse, et c'est le cas ce matin sur le CAC, le DAX, l'Eurostoxx et les États-Unis. Mais pour le moment, je note de l'aversion au risque, mais pas de peur en particulier. Je veux dire par là que effectivement, les nouvelles ne sont pas particulièrement bonnes et donc cela pèse sur les cours qui travaillent des supports. Mais pour le moment, on ne voit pas de peur, on ne voit pas de très forte volatilité. Ça reste un marché qui est sous pression, qui consolide, mais qui n'est pas dans un mouvement baissier, volatile, de peur et d'aversion au risque maximum. Donc, si on a une accélération du CAC 40 sous les 4250 points et qu'on casse le canal ici que vous voyez, ou le triangle que j'avais tracé hier, si on accélère sous cette zone de prix-là, qu'on a la volatilité qui augmente, qu'on a le yen qui est très recherché, qu'on a l'or qui est très recherché,
et qu'on a une accélération donc des cours, alors on pourra parler de forte aversion au risque, de baisse des cours et de reprise baissière sur les indices européens. Au contraire, si les statistiques sont bonnes et que la situation se normalise, que les acheteurs arrivent à tenir cette zone de prix des 4250 points, alors on peut continuer d'évoluer comme ça entre 4250 et 4400 points, le temps de trouver une direction claire. En tous les cas, voilà, des marchés sous pression, mais qui ne lâchent pas complètement. C'est vraiment l'enseignement, je pense, que je veux vous transmettre ce matin quand je regarde l'ensemble des indices. D'ailleurs, on va faire le tour ensemble. Donc voici le SP500, le SP500 qui a échoué sous les 2080 points, une résistance datant du mois de décembre. Il est légitime que quand on arrive sous des résistances après un si fort rallye, eh bien, il y ait une consolidation des cours. Le SP500, vous voyez qu'il est posé de nouveau sur sa moyenne mobile à 15 séances, qu'il a touché ce matin. Donc, si on tient cette moyenne mobile-là, qui est garante de la tendance haussière, alors les acheteurs peuvent se présenter, on peut continuer de grimper aux États-Unis, auquel cas on pourrait se reprendre en Europe. Par contre, si le SP500 venait à casser la moyenne mobile à 15 séances en cours de clôture, voire à attaquer la zone de support des 2040-41 points, alors là, on passerait franchement de haussier à neutre avec un biais baissier à court terme sur les indices américains, ce qui engendrerait des dégagements supplémentaires en Europe. Donc là, nous sommes sur le fil du rasoir sur l'indice américain. Concernant donc le CAC 40, on l'a vu ensemble, il est également sur le fil du rasoir, sur un seuil clé, c'est la zone des 4250 points. Si cette zone-là tient, tout comme hier, tout comme vendredi, les acheteurs pourraient se présenter, mais plus on retourne sur ce support, plus on le fragilise. Donc si cet après-midi on le casse nettement, on accélère sous cette zone de prix-là, alors les acheteurs perdraient la main à court terme et les vendeurs enfonceraient potentiellement le clou. Afin de savoir si nous sommes dans un marché de peur ou de simple de faible aversion au risque, je vous invite donc à regarder l'or, à regarder le yen ou encore à regarder la volatilité. Vous avez sur la plateforme de CMC Markets l'indice Volatilité Index qui s'appelle aussi le VIX. Donc ici, c'est l'échéance du mois d'avril. Vous pouvez voir sur ce graphique que depuis le 11 février dernier, donc depuis le point bas des marchés, la volatilité ne fait que baisser. En fait, une volatilité qui baisse, c'est un signe de complaisance des opérateurs et donc plus on a la volatilité qui baisse, plus on a un marché qui va monter petit à petit. Ce qu'il se passe depuis 2 jours, c'est que les indices consolident et la volatilité est remontée. Ça peut arriver dans des mouvements de consolidation. Par contre, si les indices venaient à casser les supports que je vous ai énumérés, c'est-à-dire la zone des 2040-43 points sur le SP500. Si le CAC 40 enfonce les 4250 ce soir et que vous avez l'indice de volatilité qui vient s'échapper de son canal baissier, alors cela renforcerait le fait que la volatilité augmente, que l'aversion au risque prédomine et que les baissiers prennent bel et bien la main. Donc cet indice de volatilité peut être suivi comme un indicateur avancé. D'ailleurs, à ce sujet, il fait partie des indicateurs avancés dont je vous parlerai jeudi soir dans le webinaire spécial avec Patrick Rejoignet sur les indicateurs avancés et les outils de trading. Ce sera jeudi soir à 18h. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous allez dans le site de CMC Markets, dans la rubrique formation, et vous pouvez ainsi vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu le jeudi soir, le 7 avril. Donc voilà pour les indices, et concernant le Nikkei pour terminer, eh bien le Nikkei, étant donné que la BOJ n'intervient pas pour le moment, étant donné que le yen est recherché, eh bien le Nikkei est le premier indice à en pâtir. Souvenez-vous, c'était donc ça devait être jeudi ou vendredi dernier, le titre de la matinale était le bear market du Nikkei continue. En effet, le Nikkei est un des indices les plus baissiers, alors que vous avez les Américains
qui sont haussiers, les Européens qui sont sous-performants, le Nikkei, lui, il est clairement dans une tendance baissière forte depuis maintenant pratiquement un an. On a fait les plus hauts sur le Nikkei en juillet dernier, donc ça fait 9 mois. Voilà, 9 mois qu'on est dans une tendance baissière et c'est principalement dû, donc, d'une part, aux mauvais chiffres économiques japonais, et puis d'autre part à l'appréciation du yen qui vient peser sur les cours. Donc souvenez-vous bien, on a des indices forts, c'est le SP500, des indices moyennement forts, on a le CAC et le DAX en Europe, et puis les indices faibles, on a le Japon, et puis on a aussi les pays périphériques de la zone euro, ou bien les pays un peu plus faibles actuellement, comme l'Italie, dont on sait que de nombreuses banques sont dans des situations assez complexes, et c'est ce qui explique justement que l'indice italien perde du terrain depuis maintenant 15 jours. Donc voilà pour les indices. Sur le fil du rasoir, entre un marché de consolidation et un marché réel d'aversion au risque, nous verrons ce soir, mais en tous les cas, si la volatilité venait à augmenter, si les supports venaient à céder, il faudrait faire très attention. Les vendeurs pourraient en effet être en train de reprendre la main à moyen terme, puisque je vous le rappelle, depuis maintenant près d'un an en Europe, le point haut a été fait sur le CAC 40 à 5200 points en avril dernier et ça fait un an que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas. C'est donc une tendance baissière de moyen terme dans laquelle nous sommes. On va passer aux actions. Et vous allez voir donc rapidement que les actions qui sont en plus forte baisse sont les actions toujours en rapport avec l'énergie. Et puis on parlait aussi de l'automobile précédemment. Donc on retrouve CGG Veritas, valeur pétrole, et Eramet, valeur matériaux de base. Et puis en plus de ça, il y a des spéculations sur une prise de participation de l'État. Donc ça pèse sur les cours. Valourec, valeur pétrole de nouveau. Numéricable, valeur télécom qui continue de chuter donc suite hier à l'échec, à ce week-end à l'échec des négociations entre Orange et Bouygues. EDF, c'était une des valeurs les plus baissières depuis un an et demi, donc quand les marchés reprennent la baisse, elle le fait également. Et puis on retrouve Valeo, Peugeot, Forestia, tout le secteur auto, car le secteur auto c'était un des secteurs les plus performants en 2015, même en 2016, en début d'année, lorsqu'il y a eu le mouvement haussier de février à mars, eh bien, c'est un secteur qui s'est vivement repris, à l'image de Valeo, que vous voyez ici sur le graphique. On est en fait à la croisée des chemins. Vous voyez que ici on a une tendance baissière, puis on a une sorte de range. Ensuite, on a une tendance haussière. On a une sorte de range qui s'est fait ici. Ensuite, on a une tendance baissière. Là, on a une tendance haussière et on a un range qui se fait ici. Est-ce qu'on va en sortir par le bas ou par le haut ? Pour le moment, étant donné les séquences haussières et baissières, on aurait plutôt l'impression que ça pourrait sortir par le bas, mais ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, les cours sont dans un range qui est à surveiller. Et puis on retrouve aussi Renault, Plastic Omnium, donc voilà toujours le secteur de l'automobile sous pression. Automobile, télécom et énergie sont les trois secteurs les plus sous pression aujourd'hui. Je regarde en parallèle si vous avez des questions, il y en a quelques-unes, je vais y revenir après. On a peu de hausse ce jour, on a une petite dizaine de titres qui sont en hausse ce jour. C'est souvent des titres qui sont peu volatiles et peu traités par les opérateurs. Donc on voit bien qu'on est dans un marché quand même avec un minimum d'aversion au risque. Alors ensuite, on va regarder les devises et sur les devises, j'aimerais focaliser votre attention sur le dollar. Ici, vous avez un graphique du dollar index. Donc vous voyez que depuis un mois, le dollar est en baisse. Il a baissé après la BCE, il a baissé après les dires de Janet Yellen, et là, à court terme, le dollar est en train de se stabiliser. Donc ici, c'est le dollar index. Ça fait partie aussi des outils dont je vous parlerai jeudi soir prochain pendant le webinaire. Le dollar index donc tente de matérialiser un double bottom. On voit bien que ces dernières séances, les acheteurs sont présents. Pour l'instant, c'est un petit range de court terme avec des plus bas de plus en plus haut. On verra avec les statistiques et potentiellement jeudi avec les discours des banquiers centraux dans quel sens le dollar décale.
Ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que, étant donné que le dollar se tenait bien, voire même qu'il était susceptible de faire un rebond technique à court terme, eh bien, c'est pour cela qu'il faut faire attention aux matières premières dont on parlera dans quelques instants. Les matières premières qui sont bien évidemment dénominées en dollars et qui ont tendance à être sous pression si le dollar venait à s'apprécier. Donc, surveillons le dollar. Et puis, quand on regarde les performances du jour, on voit bien que le dollar donc, est recherché par rapport à de nombreuses monnaies. Et puis, dans le bas du tableau, on retrouve bien évidemment les paires en yens. Donc l'USD-Yen, le voici. L'USD-Yen est en tendance baissière. Il a échoué sous le haut de son range ici à 114. Il est parti vivement à la baisse ces dernières séances. On a cassé le support. La baisse prédomine sur l'USD-Yen et elle pourrait continuer. Tant qu'il y a de l'aversion au risque, tant qu'il n'y a pas d'intervention de la BOJ, eh bien cette paire peut baisser. Par contre, soyez bien conscient d'une chose, c'est que par le passé, quand la paire a beaucoup baissé, eh bien la BOJ a tenté le tout pour le tout, elle a tenté d'intervenir parfois par surprise, donc il n'est pas dit qu'un matin, à 3 heures du matin, d'un coup, la paire USD-Yen reprenne 200 points parce que la BOJ interviendrait. Donc si vous êtes baissier, si vous êtes en position sur cette paire, pour le moment, fondamentalement et techniquement, vous êtes dans le vrai, mais faites attention à la sécurisation de vos positions en cas d'intervention potentielle. Donc c'est la même chose, les paires en yens continuent de baisser. Donc vous voyez aussi qu'on a l'euro contre l'USD, la livre contre l'USD, l'AUD contre l'USD, le NZD contre l'USD qui consolident tous. Donc comme je vous le disais, on a un dollar qui est sur support et ça engendre donc des replis sur toutes ces paires en dollars. Vous voyez ici l'euro-dollar. Pourquoi est-ce que l'euro-dollar s'est arrêté à 1,1440 ? Eh bien tout simplement parce que l'année dernière, en mai, en juin, en septembre et en octobre, cette fameuse zone des 1,14, 1,15 avait fait résistance. Il est donc légitime, quand on y retourne rapidement, que les cours y réagissent. Je vous disais également que les indices européens pourraient profiter d'un repli de l'euro-dollar. Pour l'instant, il n'est pas assez significatif pour ce faire. Donc l'euro-dollar consolide alors qu'il est haussier, la livre est plutôt neutre, l'AUD-USD était haussier, il l'est toujours et il est pile poil sur son oblique de soutien. Donc l'AUD-USD, ça fait quand même 900 points de hausse en moins de 3 mois. Il ne faut pas trop lui en demander. Pour l'instant, il est haussier. Pour l'instant, on est sur une oblique de soutien. Tant que cette dernière tient, les acheteurs ont la main. Par contre, si on venait à la casser, on aurait potentiellement la mise en place d'une consolidation un peu plus profonde donc sur cette paire qui s'est bien appréciée ces dernières séances, ces dernières semaines, mais qui pourrait respirer si justement le dollar américain était recherché, et ça on verra en fonction des statistiques. C'est à peu près tout sur les paires du Forex, si ce n'est la dernière pour terminer, l'USD CAD. Le pétrole était sous pression ces dernières séances, l'USD CAD matérialisait un double bottom et donc je vous ai parlé de cette paire ces 2-3 dernières séances en vous expliquant qu'à court terme elle était dans un rebond technique. On a sur l'USD CAD une divergence haussière sur le RSI, ça veut dire que alors que les cours faisaient des plus bas, l'indicateur ne voulait plus faire des plus bas, donc c'est ça qu'on appelle une divergence haussière. Ici vous avez des cours qui étaient dans un canal baissier et qui tentent de s'en extraire. Donc on a des prémices de retournement sur cette paire. On a les indicateurs qui tiennent, on a un double bottom potentiel, on a des tentatives de sortie de canal. On voit bien que les acheteurs tentent quelque chose. Et puis vous avez ici une résistance qui correspond au plus haut de vendredi, les 1,3150, qui sont d'importance. Donc si on a le pétrole qui touche un point bas, qui se reprend, et un dollar qui est juste stable, la paire reprendra sa baisse et échouera sous les 1,3150. Si par contre on continue d'avoir des dégagements sur le pétrole et où le dollar venait à se reprendre fortement avec des publications de chiffres économiques, si on casse les 1,3150, il pourrait y avoir une accélération haussière rapide en direction des 1,33. Donc ça, c'est à suivre également. Et puis maintenant, je vais passer aux matières premières, tout en jetant un œil sur vos questions en parallèle. Donc Jean-Jacques, sur le yen, j'ai répondu que la BOJ pouvait intervenir potentiellement.
Alain me parle du Bund. Alors effectivement, on peut regarder ça ensemble. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé. JT dit l'euro-dollar dépend-il du cours de l'or indirectement? Alors c'est vrai JT que il peut y avoir une corrélation entre l'euro-dollar et je pensais que vous alliez me parler du pétrole, pas de l'or. De toute façon, quand le dollar monte, vous avez l'or qui baisse et l'euro-dollar qui baisse. Donc de ce fait, de par l'aspect dollar, il y a une certaine corrélation entre or et euro-dollar. Thierry me dit sur le 440 en daily, le RSI est passé sous les 50. Est-ce que cela veut dire baissier? Je le suis fondamentalement. Alors Thierry, on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, fondamentalement, l'Europe n'est pas dans une situation évidente. Les chiffres économiques ne sont pas radieux. La Banque européenne fait tout ce qu'elle peut pour soutenir, mais pour l'instant, il n'y a pas de création d'inflation. Donc fondamentalement, on en avait parlé et on avait vu que c'était baissier. Le fait que le RSI soit sous 50, en fait, ne nous donne pas beaucoup d'informations. Si le RSI est sous 30, il est potentiellement survendu. Si le RSI est au-dessus de 70, il est potentiellement suracheté. Un RSI autour de 50, en fait, c'est un RSI qui est tout à fait normal. C'est un RSI qui revient à la normale. Olivier me dit pourquoi vous ne parlez jamais des volumes traités. Alors Olivier, les volumes traités, j'ai tendance à vous en parler quand on a des volumes exceptionnels. Si on a des volumes exceptionnels sur le pétrole ou bien sur une action ou bien sur un indice, je vais vous en parler. Le problème des volumes, c'est que aujourd'hui, il est très difficile d'avoir de vrais volumes sur le marché, car vous allez avoir sur le 440 des personnes qui tradent le CAC via le 440 directement, via les futurs, il y en a d'autres qui vont faire ça via des certificats, il y en a qui vont faire ça via les CFD, il y en a qui vont faire ça via les options. Donc on pourrait regarder les volumes et dire voilà, aujourd'hui il y a eu de faibles volumes sur l'indice. Sur le futur par exemple, sauf qu'en parallèle sur les CFD, sur les certificats et autres, vous allez avoir des volumes plus importants. Donc aujourd'hui, il est de moins en moins évident d'avoir des données de volume pertinentes, que ce soit sur actions, indices ou matières premières. Donc quand on a vraiment une donnée de volume d'importance, je vous en parlerai, mais sinon le reste du temps, avec l'analyse graphique, les indicateurs, les fondamentaux et les seuils clés, vous avez déjà une batterie d'outils pour pouvoir avancer. Lucas, donc même chose, une question concernant les volumes. Je viens de vous répondre. Je parle des volumes quand ils sont significatifs. Depuis un certain temps, nous n'avons pas de volume particulier significatif ni sur les indices ni sur le Forex. Et au contraire, comme je vous le disais au début de cette matinale, les revenus des banques d'investissement sont en baisse, mais les revenus de banques dans les activités de trading sont en baisse aussi. Apparemment, la forte chute des actions des marchés en début d'année, au mois de janvier, a échaudé pas mal d'opérateurs. Donc depuis, on rebondit sans volume et c'est un marché avec beaucoup moins de personnes actives et présentes auxquelles nous faisons face pour le moment. Voilà, je pense que j'ai répondu à ces questions-là. On va regarder le Bund ensemble. Alors c'est marrant que vous me parliez du Bund parce qu'aujourd'hui je vous parle du dollar index, je vous parle du VIX, on parle du Bund. Tout ça, ça fait partie des outils, des indicateurs avancés dont on va parler jeudi soir. La statistique vient de tomber pour l'Angleterre et le chiffre tombe en ligne, juste pour votre information. Le Bund, le voici. Donc quand le Bund monte, vous avez le 10 ans allemand qui baisse. Le Bund est proche de ses plus hauts annuels et historiques et vous avez des taux obligataires qui sont proches de zéro. Ils sont déjà passés négatifs dans certaines zones économiques. Le Bund en données mensuelles, c'est haussier. En données hebdomadaires, c'est haussier. On est en train de retourner vers les plus hauts. En données quotidiennes, c'est haussier aussi. Et vous pouvez le cadrer avec une petite oblique qui passe par les plus bas.
Donc voilà, pour l'instant, on a une tendance haussière en données 4 heures, journalière, hebdomadaire, mensuelle. On a donc un actif qui est dans une tendance haussière puissante. Pour le moment, tant qu'on est au-dessus de l'oblique qui passe par tous les plus bas des dernières séances, on est dans une tendance haussière de court terme et on se dirige en direction des plus hauts de 2016. Et si ces plus hauts sont dépassés, alors on pourra reporter la consolidation ici à la hausse pour définir un objectif théorique de hausse. En tous les cas, pour le moment, c'est une tendance haussière très puissante. Et puis je vais finir donc avec les matières premières. En parallèle, je réponds à Olivier qui dit « Y a-t-il un indicateur plus pertinent pour les divergences ?» Un des indicateurs les plus pertinents et les plus utiles pour les suivre, c'est le RSI, Olivier. Et donc, vous pouvez suivre le RSI quand il est suracheté, survendu, et vous pouvez également surveiller des divergences. Attention néanmoins, des divergences en horaire auront peu d'effet, des divergences en journalier auront tout de suite un effet bien plus important. Et attention également à ne pas anticiper les divergences et à ne pas avoir des divergences partout. On va maintenant passer, pour finir cette émission, sur les matières premières. Donc vous avez, en période d'aversion au risque, une journée comme aujourd'hui, l'argent et l'or qui s'apprécient. Donc l'argent, pour l'instant, on est toujours dans un range de moyen terme. Un point positif sur les cours de l'argent en données hebdomadaires, vous voyez, c'est qu'on était en tendance baissière depuis 3 ans et qu'en ce début d'année, on a réussi à casser l'oblique de la tendance baissière. Donc, on est passé neutre et on voit que les cours de l'argent sont neutres dans un range. Et à court terme, le point positif, c'est que la médiane du range, les 50% de ce range, eh bien, ils soutiennent les cours. Et tant qu'on sera au-dessus de cette zone de prix-là, eh bien les cours peuvent repartir potentiellement à la hausse. Mais concernant l'argent, à moyen terme, ce ne serait qu'une cassure des 16,20 qui serait un signal potentiellement fort d'une sortie de consolidation qui dure depuis plus de 6 mois. Et puis on a Palladium et Platinium qui rebondissent également ce jour après avoir consolidé ces 10 derniers jours. On a l'or qui est recherché. Alors vous voyez, l'or, c'est beau, on est potentiellement en train de casser le canal baissier qui était sur les cours de l'or. Donc là, nous sommes en train de... Alors, le premier point positif, c'est le fait qu'on se soit arrêté vendredi à 1210 alors qu'on avait fait un plus bas précédent à 1207. Le deuxième point positif, c'est qu'on a tenu la latéralisation et qu'on est en train de tenter de casser le canal baissier. Si on arrive à casser le canal en cours de clôture, donc on passe de baissier court terme à neutre, et si on arrive à casser les 1240 par la suite, alors on parlera de redémarrage de la dynamique haussière de fond. En tous les cas, une chose est certaine, tout comme le yen, l'or est un des actifs les plus recherchés en cette année 2016 et donc les velléités haussières depuis plusieurs séances, depuis plusieurs semaines, on voit bien qu'elles sont présentes, on voit bien des beaux chandeliers acheteurs et même si on est dans une consolidation de court terme depuis un petit mois, ça reste un mouvement de moyen terme avec pour l'instant une pente haussière. Attention quand même à bien attendre que les signaux éventuels soient validés en cours de clôture. Si par exemple l'aversion au risque retombe, la volatilité retombe et que les indices remontent, alors l'or pourrait clôturer sous la borne haute du canal. Donc il faut que cette clôture soit effective ce soir. Le gaz naturel s'est fortement apprécié hier, puis a consolidé. Il est très volatile, il n'est pas forcément évident. On a eu ici un mouvement haussier clair. On a eu ici un mouvement spéculatif haussier qui était dans le sens de la tendance, dans le sens du rebond de court terme. Par contre, depuis plusieurs séances, il est très volatile et piégeux. La semaine dernière, il a fait une mèche haute avant de se replier. Ici, il fait une forte appréciation des cours avant de retomber. Donc attention à la volatilité sur le gaz, il n'est pas très évident. Concernant le pétrole, il est neutre pour l'instant, il ne bouge pas beaucoup aujourd'hui. Donc hier, on surveillait les 35,40. On a parlé d'un support éventuel sur la MM20.
Ici, je zoome en données horaires. Donc hier, quand on a fait l'émission, la matinale, il était 10h du matin et je vous ai dit que le pétrole sur MM20 pourrait tenter un rebond technique. C'est ce qu'il a fait. On a eu 3% de hausse des cours, on a eu 100 points de hausse des cours et puis ensuite les vendeurs ont repris la main. Donc typiquement, imaginons que vous soyez positif sur le pétrole et que vous souhaitiez en acheter sur les supports. Typiquement, étant donné que le pétrole est baissier, il ne faut pas oublier de sécuriser ses positions. Quand vous achetez par exemple ici à 37 parce qu'on a eu un impact à 37, quand vous voyez les cours monter de 37 à 38,70, il faut savoir soit remonter son stop, soit concrétiser un peu de gain, soit mettre son stop à son point d'entrée pour ne pas perdre d'argent si les cours retombent, et ainsi de suite. Quelqu'un qui paye ici de nouveau à 37, ça remonte, il met son stop à 0, il se fait stopper. Quelqu'un qui paye hier sur la même 20, ça remonte, puis il se fait stopper. Il y a toujours un moyen, en intervenant que sur des seuils clés, même dans une tendance baissière, en faisant des achats, de ne pas forcément perdre trop de plumes. Il faut pour ce faire donc faire attention à ses positions et les sécuriser le plus souvent possible. Donc comme je le disais en début de cette émission, on est à la 9e voire 10e séance consécutive de baisse sur les cours du pétrole. Pour l'instant, que ce soit en termes de spéculation avant Doha, que ce soit en termes de chiffres économiques ou de stock, eh bien on n'a pas de catalyseur fort et de catalyseur haussier. Voilà, donc les cours légitimement consolident. Ils sont passés de $40 à près de $34. Et en fait, graphiquement, si on ne traite que les niveaux clés, si on ne s'intéresse qu'aux niveaux majeurs, eh bien on voit qu'ici on avait un double bottom entre 34 et 26, puis on est parti. L'objectif théorique c'était les 42, on s'est arrêté à 41 pratiquement. Et puis on avait un canal haussier ici, on l'a cassé et en fait les cours sont partis naturellement à la baisse et retracent 50% de la hausse et reviennent chercher un support horizontal majeur qui est à $34. Donc consolidation légitime et on va voir à l'approche de cette zone de prix s'il y a des réactions. Concernant les autres matières premières, tout ce qui est agricole, alors à court terme, je vous invite à la prudence car le fait que le dollar soit sur support et qu'il puisse potentiellement rebondir veut dire que l'ensemble des matières premières sont sous pression. Alors le fait est que les métaux, eux, comme l'argent et l'or, sont recherchés de par leur aspect refuge. Donc c'est un petit peu différent. Par contre, les autres matières premières dénominées en dollars, eh bien si le dollar monte, elles vont baisser naturellement. Donc vous avez le jus d'orange qui a fait un beau mouvement haussier pendant 3 semaines et qui la consolide naturellement. Vous avez la fève de cacao qui a échoué sous une résistance de moyen terme puis qui repart à la baisse. Vous avez le sucre qui s'était apprécié de 25% qui est retombé, mais ça on en avait parlé, vous étiez prévenu. Il ne faut pas être trop gourmand non plus sur les marchés. Le blé il est neutre et le café arabica malheureusement il est décevant. Il a fini par réintégrer son canal baissier. Le café arabica, on l'avait surveillé parce que il était sorti d'un canal baissier à la hausse. Malheureusement, il est passé de baissier à neutre et il a très rapidement échoué sous résistance et il n'a pas réussi à tenir les supports. Donc c'est une invalidation de sortie de canal ici et une réintégration du canal. Donc pour le moment, le café arabica redevient baissier. Et un scénario de stabilisation ou de hausse n'est plus à court terme en place. Et puis le riz, toujours à la baisse. Alors le riz, j'ai préparé mon graphique en fait pour vous montrer notamment le canal baissier en place. Et puis je voulais vous montrer aussi donc le fait que quand le RSI atteignait la zone de survente et était en forte survente et qu'on était sur le bas de canal, on a eu des belles réactions jusqu'ici. Donc ici, pile poil, vous avez un point bas sur le bas de canal, vous avez le RSI qui est à 19, qui est très faible, et vous avez un rebond des cours qui s'opère. Ici, de nouveau, on touche les 22 sur le RSI, on touche le bas de canal et on rebondit. Et ce qu'il se passe actuellement, c'est qu'il y a 2 jours, 3 jours, forte baisse ici, niveau horizontal de prix.
Cette fois-ci, c'est pas un bas de canal qu'on a touché, c'est un niveau horizontal qui correspond au plus bas de 2015, le RSI en survente, et ça a entraîné un petit rebond des cours à court terme. C'est très léger pour le moment et le but c'était juste de voir qu'on atteint des paroxysmes de vente à partir desquels il peut y avoir des rebonds. On verra ce que fait le RI dans les séances semaines qui viennent. Je vais vous écrire un papier à ce sujet après avoir interviewé un analyste américain spécialisé dans les matières premières. J'espère que ça vous plaira. Voilà, sur ce, c'était une émission plus que complète, je l'espère. On a fait le tour de tous les marchés. J'ai été, j'espère, compréhensible et complet. Je vais vous souhaiter à tous un bon appétit, une bonne séance de trading, une bonne journée. Et puis, je vous retrouve demain pour faire le point sur ces marchés tumultueux. Nous verrons si les indices ont enfoncé le clou à la baisse, si la volatilité a augmenté et si les baissiers sont donc en train de reprendre la main sur les marchés boursiers. Bonne journée à tous et à demain, 10h tapante pour la matinale.